la rétrospective de la semaine. L'état actuel de la gouvernance ne satisfait point le réseau national de lutte anticorruption, a d'entrée de jeu signifié son secrétaire exécutif. Il explique cette situation par le fait que des scandales de corruption sont mis au grand jour quasi quotidiennement, comme c'est le cas avec les affaires dites de charbon fin à la mine d'or d'Essakane, de recrutement frauduleux à la CNSS ainsi que la crise au sein de la justice. Toute chose qui fait dire à Sagado Nakanabo que la promesse de tolérance zéro et de gouvernance vertueuse est trop lourde à porter pour le président du Faso et ses différents gouvernements. Sur la saisine et la mise sous scellé judiciaire d'une trentaine de conteneurs de charbon fin contenant de l'or, de l'argent et autres minerais, le réseau note qu'il s'agit d'une tentative d'exportation frauduleuse de l'or de la part d'Essakane SA. Il précise en signifiant que de sources sûres, les conteneurs saisis contenaient des sacs avec du minerai et les conteneurs déclarés ont été sous-estimés puisqu'étant anormalement élevés par rapport à celles rencontrées dans le charbon fin des autres mines et par rapport aux minerais. Au dire des animateurs de la conférence de presse, le ministre en charge des mines a accordé à Essakane SA en 2015 une autorisation d'exporter plus de 400 000 tonnes de charbon fin qui contenait plus de 500 000 kg de métaux précieux en vue d'un traitement métallurgique. Sagado Nakanabo explique que cela s'est fait en violation des textes en vigueur. Il a ainsi condamné ce qu'il a qualifié de pillage de ressources minières rendu possible selon lui par la complicité des dirigeants politiques. Au sujet du recrutement frauduleux à la CNSS, le RENLAC déplore le fait que le dossier soit toujours en souffrance devant le tribunal correctionnel. Sagado Nakanabo et ses camarades ont invité aussi le gouvernement à satisfaire aux revendications des acteurs judiciaires afin de lever les dysfonctionnements susceptibles d'encourager la justice privée. Les conférenciers ont pour finir appelé le peuple burkinabé à maintenir allumée la flamme de la veille citoyenne. S'appuyant sur une étude qu'elle a menée sur l'éducation en situation d'urgence dans les régions du Sahel et de la boucle du Moun, l'ONG Save Children juge la situation de l'éducation alarmante. Émilie Fernandez est la directrice pays de Save Children au Burkina. Cette étude fait ressortir qu'en mars 2018, seulement 2 provinces étaient concernées par les attaques contre les écoles de la part des groupes armés, alors qu'en mars 2019, un an après, la situation est passée à 15 provinces qui ont fait l'objet d'attaques de tout genre. Destruction, incendie d'écoles, saccage du matériel scolaire, menaces et ou même assassinat d'enseignants. Rappelant que la crise sécuritaire due aux attaques des groupes armés et les affrontements intercommunautaires a profondément affecté le secteur de l'éducation au Burkina, particulièrement dans les régions de l'Est du Sahel, du Nord et de la boucle du Moun. Save Children a plaidé pour la protection et la scolarisation de plus de 145 000 enfants affectés par la situation. L'étude ayant établi clairement que l'éducation est devenue la principale cible des attaques armées au Burkina après les forces de défense et de sécurité, Save Children recommande au gouvernement burkinabé d'assurer la mise en œuvre de sa stratégie nationale de scolarisation des enfants dans les zones à fort défi sécuritaire et augmenter le budget alloué à l'éducation en situation d'urgence pour que le rôle protecteur de l'éducation soit mis en avant. L'ONG appelle aussi les partenaires techniques et financiers à fournir des fonds pluriannuels et flexibles pour soutenir l'éducation dans les situations d'urgence, pour permettre à l'école de continuer même en temps de crise. Les voies empruntées par la Sofitex et le gouvernement pour résoudre la crise de la filière coton font douter de leur bonne foi et ne sont pas rassurantes pour les paysans des 3 zones cotonnières du Burkina Faso. En effet, face à la dénonciation de la mauvaise qualité des intrants de la campagne 2017-2018 à son initiative, l'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ note que la réaction du gouvernement a consisté à octroyer à la Sofitex et ses fournisseurs 14 milliards de francs CFA en lieu et place de sanctionner les fautifs et d'indemniser les paysans victimes. Et pourtant, en avril 2018, les cotonculteurs de la zone Sofitex avaient transmis au gouverneur de la région des Hauts-Bassins les préoccupations majeures de la paysannerie en général et des producteurs de coton en particulier, fait savoir les responsables de l'organisation, tout en ajoutant que c'est par manque de réponse à ces préoccupations que des paysans ont décidé de boycotter la production du coton au profit des céréales. Au bilan, les objectifs de
productions attendues n'ont pas été atteintes, fait remarquer la structure, convaincue qu'on ne peut relancer la filière coton au Burkina Faso sans traiter conséquemment les préoccupations des producteurs. L'ODJ entend que la plateforme revendicative nationale de l'unité d'action des cotonculteurs des 3 régions cotonnières soit traitée avec diligence. Cette plateforme, élaborée et adoptée sous sa bannière, a été transmise ce 27 mai 2019 au ministre en charge de l'agriculture. Pour la structure, seul son traitement pourrait rassurer les producteurs et les ramener dans les champs de coton. Autrement, estime l'organisation, les producteurs n'auront plus d'autre choix que la lutte qui pourrait déboucher à un boycott général de la production du coton dans les différentes zones de culture. Dans le compte rendu du Conseil des ministres du 29 mai dernier, à propos du processus de transformation de la RTB des éditions citoyennes en société d'État, il ressort d'une communication orale du ministre en charge de la communication qu'au regard des implications sur les ressources humaines de ces établissements publics de l'État, le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier d'approfondir les réflexions pour une mutation réussie de la RTB et des éditions citoyennes. Il n'en fallait pas plus pour que le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture synatique marque son étonnement. Dans un communiqué de presse en date de ce 30 mai, il note que cette décision constitue pour les travailleurs des médias publics un recul grave dans la volonté du gouvernement d'opérationnaliser le changement de statut des 2 médias. Le Synatic dit ignorer l'opportunité de telles réflexions, surtout que des experts ont déjà mis plus de 2 ans pour aboutir à des recommandations pour une mutation réussie. Le Synatic y voit alors le mépris vis-à-vis des travailleurs ainsi que le manque de volonté du gouvernement d'appliquer une loi votée. Ainsi, face à ce qu'il qualifie de manœuvre du gouvernement pour ne pas respecter le protocole d'accord signé en 2016, le syndicat dit tenir le gouvernement pour seul responsable de toute dégradation du climat social qui pourrait survenir au sein des médias publics. Appelant les travailleurs des 10 médias à se mobiliser pour la mutation diligente des éditions citoyennes et de la RTB en société d'État, le Synatic les convie d'ores et déjà à une assemblée générale extraordinaire ce lundi 3 juin 2019 pour, affirme-t-il, apporter une réponse à la hauteur du mépris et de la roublardise du gouvernement. L'adoption du statut du personnel de la Poste Burkina, le départ de son directeur général, c'est notamment autour de ces points de revendication que le syndicat des travailleurs de la Poste Sintrapost avait engagé sa lutte depuis le début de ce mois de mai. Après les mots d'ordre d'arrêt de travail, de sitting et de concertation, le Sintrapost suspend ses mouvements pour, dit-il, vouloir soulager la population. Gilbert Go, secrétaire général du Sintrapost. Il y a des gens qui sont venus vers nous, des aînés, des responsables, et ils nous ont interpellés par rapport à notre mouvement. Nous sommes conscients que même si le problème majeur n'est pas résolu, il faut tout de même aller vers une situation qui puisse satisfaire et surtout la population burkinabé. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de suspendre notre mouvement et reprendre le travail dès lundi. Toutefois, il précise qu'aucun accord n'a été trouvé à les revendications. Il n'y a pas eu d'accord. Le gouvernement et nous, on n'a pas dialogué en tant que tel. C'est vrai que notre ministre nous a reçus à 4 reprises pour échanger par rapport à la préoccupation. Le Haut Conseil du dialogue social a été saisi par notre direction générale et nous avons été entendus également par cette structure. Mais au finish, il n'y a pas eu d'accord. C'est pourquoi lui et ses camarades n'excluent pas d'autres actions dans les jours à venir. Sinon, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas que nous sommes à manque d'idées ou bien d'action. Non, c'est comme je l'ai relevé tantôt, c'est parce qu'on a eu souci. Et de toute façon, rester branché et vous verrez les actions que nous allons mener. Mais en attendant, le secrétaire général du Sintrapost invite les travailleurs de la Poste à la reprise du travail sur toute l'étendue du territoire national à partir de ce lundi 27 mai. Il rassure par ailleurs les usagers de la Poste que des diligences seront prises pour leur assurer un service de qualité après ces jours d'arrêt de travail. La rétrospective de la semaine. Le moral des policiers n'est pas seulement bas, mais il a plutôt disparu.
Foi du syndicat Alliance Police Nationale pour qui le directeur général de la police nationale a montré son incompétence. En lieu et place de trouver des solutions aux préoccupations des policiers, il s'attaque plutôt selon le secrétaire général adjoint d'APN à la liberté syndicale, Ousmane Ouedraogo. Le premier responsable de la police nationale œuvre à sanctionner et mépriser nos actions. Pour preuve, une lettre de blâme a été adressée à notre secrétaire général en raison de ses activités syndicales. L'actuel directeur général de la police nationale menace la liberté syndicale au Burkina Faso. Ce qui se passe est un dangereux précédent. Monsieur le directeur général, vous savez au moins faire deux choses. Sanctionner arbitrairement, diviser les policiers et lire des oraisons funèbres au cimetière pour nos camarades, morts courageusement au front pendant que vous signez des affectations dans vos bureaux ultra climatisés et sécurisés. Même si les membres d'APN sont déjà menacés de sanctions, les conférenciers rassurent qu'ils ne craignent pas d'être radiés comme certains l'avaient été en 2011. Les radiés de 2011, c'est la pure injustice, on les a fait. Et c'est toujours les mêmes causes qui les ont amenés à sortir tirés. Ce sont les mêmes causes qui sont toujours là. C'est-à-dire les détournements de fonds, le pillage. Nous pensons que nous ne pouvons pas subir les mêmes sorts que les policiers de 2011. Et dans un climat sécurité délétère, ils n'ont qu'à essayer. Nous ne défions pas qui que ce soit, mais dans un climat sécurité délétère actuel, ils n'ont même pas le droit. Que les policiers qui revendiquent pour avoir le matériel afin de protéger la population, vous allez les radier dans ce pays-là, radiez-les. Les policiers ne sont pas dupes et les policiers sont éveillés à plus que jamais. Les policiers ont décidé désormais de prendre leur destin en main. Ousmane Ouedraogo et ses camarades ont au cours de cette conférence de presse interpellé le gouvernement à prendre des mesures idoines afin d'éviter un climat délétère au sein de l'institution policière. Après 4 jours d'arrêt de travail, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale à Sénécha observe depuis le 25 mai dernier un boycott des gardes et permanences dans les différents centres de santé, ce jusqu'au 3 juin prochain. Le secrétaire général du Sénécha, Pissiamba Ouedraogo, revient sur le dit boycott. À partir du 25 mai dernier, date de la fin de la grève de 96 heures, commence le boycott des permanences qui consiste pour chaque travailleur à remplir ses 8 heures de travail par jour d'un trait comme les travailleurs de l'administration générale. Ça veut dire donc travail de 7h ou de 7h30 à 15h30 les jours ordinaires du lundi au jeudi et donc jusqu'à 16h30 le vendredi. Quand il descend donc de service l'après-midi, il ne revient que le lendemain. Pour sa part, il déplore qu'aucun dialogue sérieux n'ait été engagé par le gouvernement depuis les différents mouvements pour exiger l'application du protocole d'accord. Lorsqu'on dépose un préavis, c'est après avoir constaté l'échec des mesures visant à saboter la grève qu'on ouvre des semblants de discussion. Pour cette fois-ci, il n'y en a pas eu donc de rencontre sérieuse. La seule tentative que nous venons d'enregistrer est celle du 29 mai dernier où une délégation du gouvernement est venue, malheureusement encore, soi-disant rencontrer l'ensemble des syndicats de la santé. Une rencontre bien sûr qui ne pourrait pas prospérer du moment que nous sommes en présence de 2 plateformes revendicatives. Donc on ne pouvait pas cumuler donc les débats. Donc il était tout à fait normal qu'on exige une rencontre spécifique pour échanger avec le gouvernement sur ces propositions de réponse. En attendant, il se réjouit que le gouvernement ait échoué dans sa tentative de monter l'opinion contre les travailleurs du secteur de la santé. Il ne s'agit pas de négociations nouvelles, mais c'est de mettre en œuvre des décisions prises par le gouvernement. Et ce que nous constatons plutôt, le gouvernement s'évertue à nous opposer aux populations. Fort heureusement, nous pensons aujourd'hui que, de façon globale, l'opinion est d'accord avec nous que notre lutte, c'est pour un système de santé performant et accessible à l'ensemble des populations. Après avoir observé des mots d'ordre de grève, d'opérations casse vide et de sit-in, les travailleurs de la santé humaine et animale n'ont toujours pas eu gain de cause. Et pour le secrétaire général de leur syndicat, la lutte va se poursuivre. À l'en croire, des concertations sont en cours et en fonction de l'évolution de la situation, d'autres formes de lutte seront puisées dans le patrimoine mondial du mouvement syndical pour faire appel au soutien des populations et aussi pour faire fléchir le pouvoir.
Un terrorisme économique, voici comment l'opposition politique qualifie l'affaire d'exportation de charbon fin par Essakan SA. Pour elle, il s'agit d'un vaste scandale de fraude dissimulé dans une exportation de charbon fin, toute chose qui a fait perdre au pays plusieurs centaines de milliards. Mahamoudou Diko, président de la nouvelle alliance du Faso. Il y a eu faux usage de faux pourquoi. Même au niveau pondéral, on a découvert plus de 90 tonnes en plus. Est-ce qu'on a besoin de se tromper au niveau des poids? Le poids même de ces conteneurs-là par rapport à ce qui a été déclaré. Et la teneur en or, si on évalue, qui se trouve là-bas, c'est autour de 60 kg d'or et 24 kg d'argent. Ça pose un problème. Et quand on évalue ces pertes-là depuis 2015 jusqu'à présent, ce n'est pas les 333 milliards seulement déclarés au niveau du reporter, mais on atteint actuellement 500 milliards de francs de pertes. Et ce n'est pas pour rien qu'on voit ces conteneurs-là. Vous savez que ce sont les groupes qui exportent et qui transportent ça. Donc c'est une mafia organisée. Sur le déclassement d'une partie de la forêt de Kwa pour y construire un hôpital, les conférenciers ont apporté leur soutien aux forestiers qui se sont opposés à l'érection de bornes sur le site. Les forestiers ont le droit d'arracher des bornes. Ils sont protégés par la loi en la matière, notamment la RAF. C'est leur droit. Parce que la forêt n'est pas encore déclassée. Hein. C'est un processus qui est enclenché. Donc juridiquement, ils ont le droit. Et personne ne peut les arrêter. Au contraire, c'est des gens qu'il faut féliciter. Les Chinois n'avaient pas le droit de poser des bornes avant que la forêt soit déclassée. Et le déclassement d'un terrain quelconque au Burkina ne peut se faire qu'en décret pris en Conseil des ministres. Même si c'est pour construire un hôpital, quelle que soit son importance. Ils ont le droit de protéger les forêts. 148 jours après les événements de Yirgou, l'opposition politique a déploré le fait que les coupables soient toujours libres de leur mouvement, bien que certains aient été identifiés. La rétrospective de la semaine. Le cadre d'expression démocratique dit avoir su toujours souligner les incapacités du pouvoir en place à diriger le pays malgré les intimidations et embastillements dont il a fait l'objet. Le président du Faso et son parti ont détérioré selon cette structure le climat social par la mise en place de ce qu'elle a qualifié de milice armée appelée Korluego, le refus de toute idée de réconciliation nationale et en se mettant en conflit avec tous les travailleurs. Pascal Zaïda, coordonnateur du cadre d'expression démocratique. Le président Kaboré doit reconnaître qu'il n'a pas été à la hauteur de sa mission sur plusieurs points et les exemples de cette incapacité notoire ne manquent pas pour étayer nos propos. Sur le plan intérieur, le président Kaboré et son parti, le LPP, les alliés ont détérioré le climat social. En créant et en encourageant l'épanouissement d'une milice appelée Korluego à Langmoré. Ces faits inacceptables nous ont conduit à une négation de la justice classique pour faire le lit des individus hors la loi qui promettent les atteintes aux droits humains les plus graves, et ce avec la bénédiction du pouvoir LPP et ses alliés. La question de la déclassification de la forêt de Kwa s'est également invitée à cette conférence de presse. Pour les conférenciers, cette idée n'est pas la bienvenue. Sur la santé du général Djibril Bassolé, Pascal Zaïda et ses camarades y voient une vengeance politique. Ils se sont inquiétés du fait que le premier général de gendarmerie burkinabé pourrait succomber s'il n'est pas soigné de façon appropriée. Appel de Manega, c'est l'initiative citoyenne que compte lancer 100 personnalités cooptées à titre individuel et supposées jouir d'une influence dans la société et qui ferait preuve de valeur, de probité et d'exemplarité. Selon le porte-parole de cette initiative, l'appel de Manega se veut être un moyen de préserver l'unité nationale. Lokman Sawadogo. L'appel à une vision, c'est la vision que l'on parvienne à conjurer les démons de la division pour préserver, sauvegarder l'unité nationale et le vivre ensemble. Outre la sauvegarde de l'unité nationale, l'appel de Manega se veut être aussi un moyen d'éveil des dirigeants. Une action citoyenne d'éveil, parce qu'on pense que ça dort. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le contexte qu'on a décrit, vous avez en face des acteurs qui ne bougent pas. Vous avez en face des acteurs qui ne donnent pas l'impression d'être émus par ce qui se passe. Qui ne donnent pas l'impression d'être responsables d'une situation pour laquelle ils doivent apporter des réponses. Le lancement officiel du dit appel aura lieu le 8 juin prochain à Manega, un village de la province de l'Obritinga choisi pour être le lieu de symbolisme de l'identité culturelle burkinabé selon les initiateurs. Selon eux, les signataires de l'appel viendront de tous les horizons socio-culturels et professionnels burkinabés.
Le projet de construction d'un hôpital de référence à Bobo-Dioulasso est bien apprécié par l'Association pour le développement de la région des Hauts-Bassins. Mais sur son implantation sur le site de la forêt classée de Koua, elle dit observer la prudence et estime que les résultats de l'étude d'impact environnemental et social détermineront sa position. Michel Sanou, président de l'association. Le site de Borodougou, initialement retenu, n'a pas été le choix de la République populaire de Chine. On leur a monté un site à Léguéman, un site à Banakelidara, un site à Belleville et finalement un site dans la forêt classée de Koua qui a été le choix de la République populaire de Chine. Donc en tant qu'association, nous ne pouvons pas déjà influencer la population en disant qu'il faut tel ou tel site. Nous, comme vous l'avez vu, nous restons pour le moment neutres en ne nous permettant pas de définir le site à choisir, sinon on rentre dans le débat politique. Pendant cette conférence de presse, une manifestation se tenait au même moment à Bobo-Dioulasso pour soutenir l'implantation de l'hôpital sur le site de la forêt classée de Koua. Une occasion pour les animateurs d'appeler à la retenue. Nous avons appris ce matin qu'il y a une marche là-bas. Et je ne sais pas quelle sera la surface de cette marche. Bon, je vois que les gens sont excités, ceux qui sont pour veulent absolument que ça se fasse, tout comme il y en a qui sont d'autres. Il n'y a pas d'unanimité à Bobo, sinon il n'y aurait pas eu de marche. Par conséquent, nous invitons les uns et les autres à la retenue au calme. Ça ne sert à rien de casser. L'Association pour le développement de la région des Hauts-Bassins a par ailleurs invité les différents acteurs à se garder de politiser cette affaire. Déclasser la forêt de Koua serait commettre un écocide. Voici comment la coalition citoyenne pour la protection de l'environnement qualifie le déclassement de la forêt de Koua au profit de la construction d'un hôpital. Ainsi, la coalition dit être contre ce projet. Guy Bienzebo est le porte-parole de la coalition. Nous sommes pour la construction de l'hôpital, mais sur un autre site approprié. Nous sommes totalement opposés au déclassement partiel ou total de la forêt. Il y a assez de place à Bobo, il y a des sites adéquats où on peut construire l'hôpital. Nous sommes pour la construction de l'hôpital et nous sommes pour la préservation de la forêt dans toute sa globalité, dans toute sa totalité. Revenant également sur les bornes implantées par les Chinois le 23 mai dernier et déterrées par les agents des eaux et forêts, lui et ses camarades estiment que ces agents étaient dans leurs droits. On ne peut pas déclasser une forêt sans passer par le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement a été occulté. La forêt n'étant pas déclarée, les forêts sont dans leurs pleins droits. Les bornes sont des corps étrangers dans la forêt. On ne peut implanter des bornes dans la forêt sans l'avis des forestiers. Et ça, c'est un acte illégal. C'est ceux qui ont installé ces bornes qui sont en totale illégalité. Les forestiers sont dans leurs pleins droits, ils sont dans leurs droits. Si rien n'est fait dans la résolution de la crise du déclassement de la forêt de Koua, la coalition citoyenne pour la protection de l'environnement compte mener des actions afin de barrer la route à ce projet de déclassement. La rétrospective de la semaine. Moussa Zerbo, bonjour. Oui, bonjour. Dites-nous, que s'est-il passé ce dimanche après la conférence de presse du mouvement pour la protection de la forêt de Koua à Bobo-Dioulasso? Une conférence de presse avait été prévue et la conférence est bien tenue. Et les conférenciers, que ce soit la presse, tout le monde a quitté les lieux. Il restait quelques camarades qui sont restés pour échanger entre eux, au nombre de 4-5 comme ça. Lorsqu'un groupe d'individus mal intentionnés ont surgi sur les lieux et ils ont commencé à scanner en langue locale en disant que voilà ceux-là qui sont contre la construction de l'hôpital à Bobo, c'est eux les ennemis de Bobo. Ils ont commencé à lapider, commencé à chicoter. Ils étaient vraiment armés et ils ont commencé à agresser les gens. Dans ça, 3 ou 4 camarades ont été blessés. Un engin a été endommagé. Ils ont quitté ces lieux avant de se déporter à la RTV, où ils ont interrompu là-bas pour dire aux travailleurs de la RTV de sortir pour couvrir eux leur événement. Et de la RTV, maintenant, ils sont allés dans un endroit où tout le monde se retrouve. Nous avons nommé ce coin le CNT. Ils ont encerclé ce coin. Ils ont voulu s'en prendre à un des leaders là-bas pour dire qu'ils allaient saccager son magasin. Et c'est de là-bas, ils ont laissé entendre que leur prochaine destination était mon domicile qu'ils comptaient incendier. Donc, la compagnie républicaine de sécurité ayant été alertée, s'est déportée sur les lieux pour sécuriser le domicile. Moi, personnellement,
personnellement, je n'y étais plus. Je suis arrivé chez moi, effectivement, trouver que la compagnie républicaine était déjà sur les lieux. Jusqu'à ce matin, ils sont revenus encore. C'est vraiment déplorable et regrettable ce que nous avons vécu hier. Une plainte a été déposée hier à la police par ceux qui ont été agressés. Moi, personnellement également, je m'apprête à porter ma plainte parce que j'ai des photos, j'ai les auteurs des actes. Est-ce que le député Moussa Zerbo se sent directement visé? Oui, puisqu'ils ont dit directement même à ceux qui étaient là, et même certains de mes éléments qui sont du milieu sont allés s'entretenir avec eux après leur passage, et ils leur ont dit formellement que leur cible c'était ma personne en venant sur les lieux de la conférence, et que bon, ils ont reçu aussi des instructions de porter atteinte à ma personne. Pensez-vous à des mains politiques derrière cette histoire? De ça, je suis affirmatif parce que ils sont tous, la plupart des jeunes du MPP, nous les reconnaissons. Et l'un des jeunes même qui n'est même pas caché, le nommé Bado, c'est lui qui était le chef des opérations, donc que nous connaissons très bien et qui a beaucoup lutté avec nous en 2014 et qui est actuellement en service à Banfoura, nous le connaissons. Craignez-vous une poussée de violence autour de cette affaire de la forêt de Kwa? Bon, je ne saurais le dire, mais c'est une chose est certaine, si vous m'avez suivi, j'ai toujours lancé un appel à l'endroit de ceux qui sont les défenseurs de cette forêt, de ne pas céder à la provocation, de ne pas tomber dans la violence, d'éviter en tout cas de répondre à n'importe quelle provocation. Ne pensez-vous pas que votre engagement pour défendre la forêt de Kwa sera plus vu sous l'angle politique que citoyen? Si on voit sur l'angle politique, c'est de la malhonnêteté intellectuelle et morale. Puisque le mouvement a été lancé, j'ai très bien dit, il ne s'agit d'aucune action politique. Si c'était une action politique, j'aurais engagé mon parti qui allait venir dire voilà l'UPC et condamne l'UPC, en tout cas s'engage à lutter contre le déplacement de la forêt, ce qui n'est pas le cas, car ça a été une action personnelle, une action, et je pense que tout citoyen qui a un bon sens doit pouvoir comprendre qu'en réalité, il ne s'agit aucunement de cela. Celui qui parle de politique ou d'une récupération, moi, Zerbo, j'ai pas besoin de faire du populisme à Bobo-Dioulasso ici. J'ai été coordonnateur en 2014 de ce grand mouvement au Grand Est ici. Je ne suis pas une figure cachée de la population pour dire que je cherche à me faire une popularité. Pas du tout. Je n'en ai pas besoin. Et si je dois chercher ma popularité, ça doit être dans d'autres domaines, mais pas ce domaine-là, de grâce. Ne faut-il pas s'attendre que votre parti, l'UPC, se saisisse de cette affaire? Non, mais ce qui est tout à fait normal. Après tout, je suis député de ce parti. Puisque si c'est un parti qui s'en prend à un citoyen, et ce citoyen-là aussi appartient à une formation politique, il est de bon ton que le parti puisse réagir, ce qui est tout à fait normal. Je suis quand même un élu de ce parti et j'ai des militants aussi dans cette province. Je ne me suis pas opposé contre un parti, mais contre le déclassement de la forêt de Kwa. Et je ne comprends donc pas pourquoi un parti politique pourrait manipuler ses militants pour qu'ils puissent venir agresser ma personne. Vous avez prévu des activités dans les jours à venir pour défendre toujours la forêt de Kwa. Allez-vous les maintenir? Mais qu'est-ce qui peut nous en empêcher? Je ne vois pas, on est dans un pays démocratique. Le monopole de la violence, c'est pas eux qui maintiennent, qui ont cela. Nous allons nous recourir tout simplement aux forces républicaines. Je ne vois pas, est-ce que des gens hors la loi peuvent faire la loi dans ce pays? Bon, c'est ce que nous faisons, mais c'est dommage. Mais nous disons tout simplement qu'à Bobo-Dioulasso, force doit rester à la loi aussi et que personne ne doit se prévaloir de quoi que ce soit. Nous pensons que les jours à venir, nos actions qui ont été prévues, notamment la marche, aussi bien le reboisement que nous avons reporté parce que la période ne s'est pas, toutes ces activités auront lieu. Personne ne pourra nous en détourner, personne ne pourra nous faire fléchir, et ça au moins c'est une évidence. Moussa Zerbo, merci. C'est moi qui vous remercie.